Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau reportage de Madrier TV. Nous allons aujourd'hui revenir dans les locaux de l'Université de Rouen, où nous allons rencontrer l'IMR, un institut de recherche sur les matériaux, qui fédère à la fois des laboratoires de recherche universitaires, mais aussi des entreprises. Jean-Marc Setter, bonjour et merci de nous accueillir dans vos locaux. Jean-Marc Setter, pourriez-vous nous préciser quels sont les membres de l'IMR et quel est l'objet d'un tel institut fédératif? Cher ami, l'IMR n'est rien d'autre que ce qu'il y a sur ce mur, c'est-à-dire une fédération de recherche qui regroupe des laboratoires, le GPM à Rouen, le SMS à Rouen, le LUMC au Havre et le HAMLECAP à Rouen. Ça, c'est les premiers cercles de la fédération de recherche. Ensuite, tout ce qui concerne le transfert technologie, analyse des surfaces, le critère des surfaces, Valbium, Agrol, des entreprises, puisque nous avons des petites entreprises qui s'installent chez nous, telles que Naturplace, Biocar, FD Composite, Lifco Industrie, Arteco. L'IMR doit donc participer au développement d'activités et d'activités industrielles au niveau des petites entreprises. C'est essentiellement l'objectif de l'IMR actuellement. Donc cette fédération de recherche est validée par le ministère, c'est une FED, avec une appellation propre, 4114, ce qui veut dire qu'on est vraiment une structure reconnue, basée sur la Haute-Normandie et qui a pour vocation donc à faire dans le domaine des matériaux, remonter vers l'extérieur les compétences des laboratoires. Pour conclure cet entretien, Jean-Marc Setter, l'IMR étant une structure fédérative, est-elle toujours ouverte à l'accueil de nouveaux membres? Très bonne question, parce que le schéma que l'on a ici est un schéma qui commence déjà à être ancien, puisque au niveau des labos, l'ancien CETE, qui est un laboratoire de recherche dans le domaine des matériaux de la route, a rejoint l'IMR. Au niveau des transferts technologies, on a maintenant une nouvelle structure qui est liée au monde agricole, et nous avons 2 à 3 autres entreprises qui vont nous rejoindre bientôt. Et toute entreprise qui veut nous rejoindre dans le but de développer des recherches, des travaux au sein de l'IMR est la bienvenue. L'IMR, par ailleurs, a ouvert ses locaux à des entreprises, puisque des entreprises sont installées au sein de l'IMR. Et donc ça, on aide la création d'entreprises à ce niveau-là. Donc entièrement ouvert à tout développement. L'objectif est simple, créer de l'activité et rien que de l'activité. Laurent Delbrec, vous êtes enseignant-chercheur au LECAP, laboratoire spécialisé quant à lui dans les matériaux polymères. Quel est pour vous l'intérêt des plastiques agrosourcés et quel est leur avenir? Bonjour. En fait, les plastiques agrosourcés au laboratoire Le Cap, on travaille dessus depuis quelques années. C'est un travail qui va se faire à différentes échelles. C'est un travail qui va se faire d'un point de vue recherche, au point de vue recherche fondamentale, puisqu'il y a un vrai intérêt pour essayer de comprendre si les plastiques agrosourcés ont les mêmes propriétés que les plastiques issus du pétrole, donc les plastiques historiques. Et d'autre part, il y a un vrai intérêt économique, je dirais, puisque nous travaillons beaucoup en collaboration avec l'industrie locale pour arriver à développer des collaborations, mais aussi arriver à développer des applications sur des points bien précis dans lesquels les plastiques agrosourcés vont pouvoir amener un réel intérêt, c'est-à-dire des intérêts déjà d'un point de vue environnement, puisqu'on va essayer de travailler sur des plastiques qui vont être issus de ressources renouvelables, parfois même de ressources renouvelables issues du bassin normand, ou on va dire Grand Ouest. Et ensuite, il y a aussi un vrai intérêt d'un point de vue économique, puisque la fin de vie des matériaux, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, d'un point de vue industriel, les applications nécessitent aujourd'hui de prendre en compte cette fin de vie. Et donc, les agrosourcés ont bien souvent l'avantage aussi de pouvoir être biodégradables ou compostables, ou du moins avoir une fin de vie bien plus vertueuse que des plastiques issus de la chimie du pétrole. Donc, cette activité de recherche se développe donc au sein ici de l'Université de Rouen, et nous avons étendu cette recherche à une collaboration internationale avec l'Université de Nebraska dans la ville de Lincoln notamment, puisque le laboratoire aujourd'hui est un laboratoire franco-américain avec une partie en France ici en Normandie, à Rouen, et une partie aux États-Unis au Nebraska à Lincoln. Donc c'est le laboratoire HAMLECAP. Donc nous avons la partie française ici qui est dirigée par le professeur Éric Argent, et aux États-Unis nous avons le laboratoire qui est dirigé par le professeur Negaban, qui est venu nous rendre visite cette semaine. Philippe Parège, vous dirigez le groupe de physique des matériaux, un laboratoire d'excellence noté A+ par la ERS, laboratoire qui est spécialisé dans les matériaux métalliques. Que pouvez-vous apporter à une entreprise? Dans quel secteur d'activité intervenez-vous?
Alors en effet, le laboratoire GPM est un laboratoire dont une des activités est la métallurgie physique, c'est-à-dire la science des métaux et de leurs alliages. Le laboratoire regroupe 140 personnes en 3 départements, et un de ces départements sur la métallurgie physique va regrouper 25 enseignants-chercheurs et l'ensemble des doctorants. Ce que l'on va apporter à une entreprise, c'est ici tout notre savoir-faire, qui soit scientifique mais également instrumental, avec une plateforme instrumentale conséquente. Au niveau de la métallurgie, c'est de pouvoir suivre un matériau de son étape d'élaboration, voire à optimiser sa composition chimique pour l'élaborer et pour qu'il ait les propriétés qui soient recherchées, et puis ensuite suivre son évolution dans le temps. Alors son évolution dans des environnements bien spécifiques, que ce soit pour comprendre son évolution comportementale d'un point de vue mécanique, ou alors sous des stress d'environnement complexes, comme on peut l'avoir sur une éolienne par exemple en mer, ou bien comme peut l'être une cuve de réacteur nucléaire. Et donc on va avoir l'ensemble des outils, qu'ils soient numériques ou instrumentaux, pour suivre cette évolution. Et puis cette évolution après va nous amener à voir son comportement à très long terme, ce qui peut se passer sur 40, 50, 60 ans suivant la structure à étudier, et puis ensuite de comprendre jusqu'où on peut l'utiliser et quand est-ce qu'il faut éventuellement arrêter son utilisation. Et à partir de là, pouvoir faire un feedback sur comment est-ce qu'on optimise son élaboration pour la faire durer plus longtemps ou améliorer ses propriétés. Et donc pour faire ça, on a un parc instrumental qui est quasiment unique en France et en Europe et peu égalé dans le monde, qui permet de traiter la matière, en l'occurrence ici les métaux, de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle macroscopique pour faire des essais mécaniques et de tisser tout le lien. Alors justement, votre laboratoire a inventé il y a quelques années un instrument d'analyse scientifique de très haut niveau. Cet outil est-il aujourd'hui universellement utilisé dans le monde entier ou en Europe? Et quels sont ses derniers développements? Alors en effet, le laboratoire, comme je disais tout à l'heure, a 3 départements, un de la métallurgie physique, mais 2 autres qui sont l'instrumentation scientifique, c'est-à-dire que l'on développe nous-mêmes des instruments, on les adapte en fonction de la recherche à mener, et puis un 3e département qui est l'étude des matériaux, des nanosciences et nanotechnologies. Donc là on va changer typiquement de matériaux, c'est-à-dire s'attaquer à des céramiques, à des oxydes, à des semi-conducteurs, etc. Et donc en fait ce bond qui nous a permis de passer de l'étude des métaux jusqu'à d'autres matériaux comme je viens de les décrire, eh bien c'est le développement instrumental, et l'instrument que l'on a développé nous ici particulièrement, qui est là juste derrière vous, eh bien s'appelle une sonde atomique tomographique, et le développement que l'on a pu apporter à cette méthode eh bien, permet aujourd'hui de couvrir une large gamme de matériaux. Encore une fois, ici, en allant regarder ce qui se passe à l'échelle atomique, regarder les atomes et leur comportement dans le temps. Donc c'est une technique qui est commercialisée, il y a eu un transfert technologique commercialisé par une société qui s'appelle Cameca en France, et avec laquelle on a un contrat de collaboration et puis valorisation et dépôt de brevets. Et donc elle est universellement utilisée, enfin tout au moins dans pas mal de laboratoires académiques, voire même industriels dans le monde. Et qui nous vaut une réputation internationale quant à son utilisation et son développement. Tout ça, ça se traduit aujourd'hui par un laboratoire commun, par exemple avec EDF, pour la surveillance du vieillissement des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Mais au laboratoire, on a également mis en place des structures plus adaptées pour la collaboration avec des PME, PMI, qu'elles soient du tissu régional ou national. C'est-à-dire qu'on a créé des laboratoires communs avec des centres de ressources technologiques, le CRT Analysé Surface, de la même manière qu'on a fait la même chose avec le centre d'études vibroacoustiques ici sur le Technopole du Madrier. Donc on a 2 laboratoires communs, un qui nous permet d'avoir une porte d'entrée vers les PME, PMI et toutes les propriétés des matériaux métalliques avec le CRT Analysé Surface. Donc ce laboratoire commun s'appelle le CEVIMAT, Centre d'études du vieillissement des matériaux. Et puis le 2e laboratoire, lui, s'attache, du fait qu'on est capable aujourd'hui d'analyser des semi-conducteurs, s'attache à la fiabilité et au vieillissement des composants électroniques. Aujourd'hui, les composants électroniques, il y en a partout, et suivant l'environnement, eh bien, ils peuvent se dégrader dans le temps, avoir leurs caractéristiques physiques changer. Et donc on va de nouveau ici du macroscopique voir les évolutions des propriétés, et puis là on va aller en top-down jusqu'à l'échelle atomique pour comprendre pourquoi est-ce que ces matériaux évoluent.
et ensuite faire le feedback pour revenir au fondeur, celui qui fabrique ces composants, pour qu'il puisse améliorer. Donc voilà, donc on a une recherche fondamentale sur des matériaux d'intérêt technologique et industriel, et on a mis en place les outils pour pouvoir faire une forte connexion avec les grands groupes de recherche, mais aussi les PME, PMI. Et on note donc que ces technologies de pointe sont accessibles également aux PME. Tout à fait. Aujourd'hui, dès lors qu'on peut avoir besoin de cette technologie, on a mis en place aujourd'hui les structures pour pouvoir accueillir ce type de projet.